Qui veut savoir? Depuis la nuit des temps, ils intriguent. Depuis la nuit des temps, ils sont l'origine de nombreux écrits. Ils sont l'origine de beaucoup de films de science-fiction, de croyances également. Ce sont ces drôles d'objets que l'on voit dans le ciel depuis très longtemps, avec parfois des formes bien bizarres, des formes bien différentes. Et ce sont d'eux que nous allons parler pendant ces 2 heures de Qui veut savoir en compagnie de Claudio. Claudio, bonsoir. Eh bien, comme à notre habitude, nous avons fait quelques recherches durant 1 mois pour trouver toutes des informations relatives à ce sujet, ma foi, assez spécial d'ailleurs, et les recherches ont été assez fructueuses. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Thierry Watley, qui est donc le fondateur de l'UFOCOM. C'est ça, il fait partie également de réseaux d'enquête privés sur les ovnis et c'est un groupe l'UFOCOM, un groupe qui est reconnu mondialement par d'autres organismes. Thierry, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet ici à la radio. Mais avant tout, la grande question, Claudio, qu'est-ce qu'un ovni ? Alors, un ovni, dans le sens du terme, c'est un objet volant non identifié. Donc, c'est quelque chose qui vole. Alors, l'observateur du sol ne sait pas dire c'est quoi, parce que ça ne correspond effectivement pas à un avion, ni à un hélicoptère, ni à un oiseau. Donc, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est ? Il ne sait donc pas l'identifier. Maintenant, il peut être confondu effectivement avec toutes sortes de choses, comme des ballons sondes. Des plasmas atmosphériques, des boules en foudre ou ce genre de choses. Mais l'OVNI à proprement parler est vraiment un objet matériel qui se déplace, dont on ne sait pas identifier l'origine. C'est ça, parce qu'en fait, la curiosité de l'homme a fait qu'on a toujours tenté de découvrir ce que c'était ce phénomène en fin de compte, que ce soit par exemple par un phénomène météorologique, je pense par là des nuages ou des reflets par des ondes de chaleur de la lumière aussi, ou alors peut-être quelque chose créé par l'homme. Et c'est la question que nous allons poser peut-être dans quelques minutes à nos différents intervenants que nous aurons également par téléphone. Thierry, et alors selon vous, un ovni, si vous avez une description générique, qu'est-ce qu'un ovni pour vous ? Eh bien, en ce qui me concerne, un ovni, bon, mais la définition de Claudio est excellente. C'est un objet volant non identifié. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui se trouve dans le ciel, qui semble avoir un déplacement ou est stationnaire, et dont on ne parvient pas ni à connaître l'origine ou la source, ni le mode de fonctionnement. On n'a aucune information. Il est vraiment non identifié. Alors, à partir de ce moment-là, les choses non identifiées existent justement pour qu'un jour elles ne le soient plus. Donc, il appartient aux différents secteurs des sciences ou de l'armée justement de mettre un label sur cet ovni. Alors, il y a une quantité invraisemblable d'ovnis. On peut aller jusqu'à temps, on n'a pas prouvé ce que c'était, on n'a pas trouvé ce que c'était. C'est vrai que ça reste une inconnue. Ouais. Mais dans un premier temps, quelque chose peut être non identifié, et dans les jours qui suivent l'observation, on peut tout à fait identifier le phénomène. Ça, il faut quand même bien savoir que ça correspond à 85% des observations dans le monde. Vous pouvez vous dire que 85% des observations qui sont faites, ou de gens qui déclarent avoir vu un ovni, eh bien, peuvent être classées, entre guillemets, identifiés par la suite, soit par un phénomène météo, rare ou pas, c'est ça, soit parfois par une simple étoile, une simple configuration du ciel. Parfois, ça peut être un laser au-dessus des discothèques. On a déjà assisté, qui projette sur les nuages et qui donne l'impression de... Voilà, donc il y a plein de confusions possibles. Mais on remarque qu'il y a malgré tout 15% de choses qu'on ne parvient pas à expliquer. Pourquoi ? Parce que le comportement de l'objet n'a pas d'explication entre guillemets rationnelle, mais rationnel est quelque chose de relatif par rapport à notre avancée scientifique. D'accord, donc il y a, je pense, une solution que nous allons écarter définitivement au cours de cette émission, c'est le fait, l'imagination collective. Ah, mais vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Les fantasmes, les hallucinations collectives. Il faut d'abord que la population qui observe, entre guillemets, là cette fois-ci le phénomène,
vit quelque chose de commun déjà à l'époque. Donc on peut penser parfois aux apparitions, à certaines apparitions mariales. Bon, mais les gens sont déjà dans une structure de pensée qui pourrait précéder la transe quelque part. Ils attendent, ils sont en attente de quelque chose. Mais par contre, la personne qui est en train d'arroser ses plantes dans son jardin, et éventuellement si son voisin est à côté de lui, et qui voit quelque chose d'un peu particulier, qui ne viennent pas expliquer, on peut pas mettre ça sur le compte du fantasme collectif. D'accord. Parfait. Eh bien, c'est donc des ovnis, vous l'avez compris, que nous allons discuter durant ces 2 heures de Qui veut savoir. Qui veut savoir? C'est des ovnis que nous parlons durant ces 2 heures de Qui veut savoir, et plus particulièrement des objets volants non identifiés sur notre plat pays, Claudio, parce qu'il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques observations, et nous allons faire surtout référence dans cette émission aux observations qu'il y a eu au début des années 90 dans les cantons de l'Est. Alors rafraîchis-nous la mémoire. Je dirais même fin 1989, en fait. Tout a commencé le 29 novembre, où plusieurs phénomènes aériens donc se sont succédés dans le ciel. On a d'abord en fait le témoignage de 2 gendarmes qui se promenaient sur le bord d'une nationale. Entre parenthèses, ça tient vraiment du X-Files que je vais dire ici. C'est peut-être dur à croire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'insiste bien là-dessus. Ils ont été attirés donc par des lumières dans un champ. Ils se sont approchés donc avec leur combi, ils sont descendus et ils ont observé une masse qui était approximativement à une centaine de mètres, une masse triangulaire énorme avec 3 phares, comme 3 phares de lumière qui éclairaient le sol, et ils ont relativement été tétanisés, si je puis dire. Ils ont tout de suite, je ne sais pas, Thierry, rappelle-moi un peu, est-ce qu'ils ont témoigné tout de suite de ça, ou ils ont attendu avant de déposer leur disons qu'ils ont effectivement fait si mes souvenirs sont exacts, ils ont fait un rapport, mais les observations sont même, vous pouvez trouver des rapports d'observation même avant cette date. Donc l'année 89. Dans le courant de l'année 89, la SOBEPS a reçu pas mal. La SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, donc c'est l'organisme privé, c'est une ASBL qui s'occupe de traiter le sujet en Belgique et qui a collaboré notamment avec notre ministère de la Défense nationale sur ce sujet ponctuel. Donc on peut même en 88, il commence déjà à y avoir. Oui, donc on peut dire en fait que les gendarmes ont peut-être été la chose qui a vraiment attiré l'attention sur l'armée et le reste, quoi. Mais je pense que la gendarmerie dans le dossier de la vague belge a joué un rôle prépondérant. Effectivement, c'est d'abord la gendarmerie qui va donner le poids aux observations, aux témoignages. Des gendarmes aussi en ont vu. Il n'y a pas que des gendarmes. Les gendarmes ont fait appel à leur service d'ailleurs à de nombreuses reprises, parce que les gens n'ont peut-être pas connaissance de l'existence de la SOBEPS tout de suite. Donc d'abord, on va appeler la gendarmerie en disant tiens, j'ai vu quelque chose, vous savez pas me dire ce que c'est, c'est tout à fait bizarre. Et si je me souviens bien, il y a aussi encore une équipe de gendarmes qui ont aperçu l'objet au-dessus d'une église dans un village, qui l'ont là vu partir après très très vite, quoi. Oui, des rapports de gendarmerie, encore une fois, il y en a pléthore. Donc mais celui qui va être décisif, c'est l'observation du maréchal des logis Rennequin, qui lui, dans la région de Amemil, va voir quelque chose de tout à fait inhabituel, c'est-à-dire un énorme triangle volé dans le ciel avec une vitesse assez faible, somme toute. Et lui transmettant ces informations à la base de Beauvechin, qui est la base la plus proche, va lancer la grande aventure des F-16 mondialement connue, et c'est donc grâce à lui, je tenais à lui faire, parce que j'ai eu le plaisir de le rencontrer et d'en parler avec lui, je lui fais un petit coucou au passage, et parce que sans lui, c'est vrai que peut-être les F-16 n'auraient pas décollé. Voilà, et c'est à partir de ce moment que les médias ont un petit peu branle-bas le combat, mis sur le devant de la scène ces phénomènes assez bizarres, avec même, je me souviens d'ailleurs, un document vidéo où on voyait une masse triangulaire
triangulaire avec 3 flashs, 3 lumières assez importantes survolaient les contrées des régions de l'Est. Et alors, bizarrement, justement, il y a quelques jours de cela, dont les médias, on en reparlait de cette vague belge, Thierry. Oui, tout à fait. Donc, cette vague se passe, donc on va pouvoir, par fin 88, on commence déjà à voir des choses, 89, 90, point culminant, mais ça ne touche pas que les cantons de l'Est. Il faut bien être précis là-dessus. Oui. Cependant, ça ne touche que la Wallonie. Ça ne touche que la Wallonie. D'ailleurs, ils ont demandé si les Flamands ont tout de suite interpellé les autorités en leur disant c'est un truc propre aux Wallons parce que nous on n'en a pas vu. Donc ça a bien fait rire les Flamands, mais ça a moins fait rire les Américains. Donc sur ce coup-là, je préfère leur faire confiance à eux. Et donc ça couvre un peu le sillon Sambre-et-Meuse. Ah oui. Donc effectivement, on va aller jusque Penn, etc. Même Charleroi. Mais Charleroi est touché, la banlieue de Bruxelles, Jodogne très fortement. Cette région-ci a vraiment été particulièrement alimentée en ovnis à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est simplement la gendarmerie qui a donné le fonds nécessaire, le crédit. Vous savez, quand un gendarme, une personne qui est assermentée et qui n'est pas choisie spécialement pour son degré d'illumination psychologique, c'est un monsieur qui a les pieds sur terre et qui est formé et qui peut savoir quand même si c'est un avion ou pas, quoi. C'est ça, C'est ça. Et justement, il y a quelques semaines ou une grosse semaine d'ici, dans le journal télévisé de la RTBF, puisque nous citons nos sources ici dans cette émission, on en parlait, Thierry. Oui, donc ça fait maintenant 15 ans de cette histoire. Donc il y a eu plusieurs bouleversements, plusieurs théories évidemment. Mais donc suite à cette vague, les F-16 d'école, on en parlera peut-être un peu plus tard. Bien sûr, oui. Donc 2 chasseurs d'école en scramble, donc ils étaient en alerte, ils ont décollé très vite. Ils sont portés à la rencontre du phénomène. Si mes souvenirs sont bons, et ça on nous le confirmera là tout à l'heure, il n'y a pas eu de contact visuel entre les pilotes et l'objet poursuivi. Par contre, il y a eu des accrochages radars. Alors ça a été quelque chose, c'était une première, parce que pour une fois au monde, la première fois au monde, il y a un pays qui va dire nous on a des images d'OVNI, des images radar, s'entend, donc c'est pas de l'image vidéo. On a des données radar concernant un OVNI que nous avons pisté suite à une mission qui nous a été confiée après témoignage de ce fameux gendarme. Donc on a tout un panel de données que les instruments de bord prennent, enregistrent et ramènent au sol. Mais il n'y a pas que cela, puisqu'il y a des radars au sol qui, ce jour-là aussi, vont pister. Et donc on va avoir une corrélation entre les radars de bord et les radars au sol, ce qui est excessivement rare, plus les observateurs. Et donc on aura avec nous tout à l'heure le pilote. Oui, on aura le commandant Melberg, vraiment très honoré de l'avoir d'ailleurs, et qui nous en parlera davantage. Donc, mais tout de suite après, donc le ministre de la Défense, Guy Côme à l'époque, a ordonné à l'armée de collaborer pleinement avec la SOBEPS. C'est-à-dire le phénomène existe. On ne pouvait plus le nier. Et la SOBEPS tout seul, c'était à cette époque le seul organisme en Belgique qui pouvait traiter l'événement d'une manière sérieuse. Et donc le ministre a mis à disposition de la SOBEPS certains moyens, dont celui par exemple d'une nuit en C-130. C'est pas tous les jours, c'est pas toutes les armées du monde qui proposent ça. Donc sur ce coup-là, on peut faire un petit cocorico belge parce qu'on a eu un ministre de la Défense pas mal sur ce coup-là. Et donc les données ayant été reçues, l'armée plus attentive que d'habitude, le général de Brouwer qui était à cette époque le commandant de la section opération, donc c'est lui qui gérait en fait les crises, si vous voulez. Toute action passait par lui, et lui aussi a donné son aval et a même convoqué la presse. Ça c'était une première également, à laquelle tous les journalistes du monde ont participé à cette conférence de presse. Donc, et là, on a montré pour la première fois des images de radar et on captait un OVNI. Je me souviens très bien, en fait, j'étais très petit. J'avais donc en 89, j'avais 9 ans. Donc en 90, j'en avais 10.
Et je me souviens très très bien que j'étais véritablement à l'affût des journaux parlés le soir. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils parlent de ça parce qu'ils avaient commencé. Et je me souviens que pendant un moment vraiment, je sais pas pendant combien de temps on en a parlé, mais au journal parlé, il y avait toujours de quoi dire. Puis il y a eu les films vidéo de plusieurs personnes. Et puis il y a eu la photo, la fameuse photo qui a aussi été analysée. Et puis bon, voilà, il y a des photos qui ont été prises, il y a des vidéos qui ont été prises, il y a des données radar, il y a des milliers de témoins aussi visuels au sol. Des milliers de témoins que la SOBEPS a traités du mieux qu'elle pouvait avec les moyens qui étaient les siens à cette époque-là. Et ils ont fait, malgré tout, vraiment, on peut quand même leur tirer un peu le chapeau, parce que sans eux, on n'aurait pas cette montagne de témoignages archivés aujourd'hui. Donc on les salue également. Mais... Vous savez, l'homme essaie toujours de rationaliser parfois ce qui même ne doit pas l'être. Donc après cette vague, des tas de gens essaient d'apporter une explication, et c'est bien comme ça, essayer d'apporter une explication rationnelle. Alors, le phénomène météo, on s'est vite rendu compte qu'il fallait quand même, dans un premier temps, l'oublier pour l'explication générale de cette vague. Maintenant, on peut peut-être certains cas particuliers attribuer, on ne sait pas. On n'est pas dit qu'il n'y a pas eu des confusions pendant la vague. Certainement. Mais la vague en elle-même n'a pas été générée à elle toute seule sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, par un simple phénomène météo. C'est ça. Donc des personnes ont pensé que la Belgique pouvait être la terre d'accueil de test d'un avion allié. Sans citer le pays, mais enfin on sait très bien qu'il ne peut pas y en avoir 10. Donc nos voisins français par exemple ont très longtemps pensé que nous avions ouvert notre espace aérien pour des tests d'un nouveau type d'appareil avec un nouveau type de propulsion. Qui n'a rien à voir avec le low flight. C'est venu plus tard. La théorie du low flight est venue en 95. Ah, ok. Et c'est venu 5 ans plus tard. Mais d'abord, on a suspecté toute la gamme traditionnelle. C'était la guerre du Golfe. Il faut repositionner l'événement sur la ligne historique. Guerre du Golfe, effondrement de l'Empire soviétique, tension internationale assez importante. Donc, mon Dieu, l'atmosphère s'y prêtait bien à tester peut-être de nouveaux appareils près des frontières russes, donc la Belgique n'est pas très loin pour les Américains de la Russie, donc pourquoi pas. Mais il a été dit également par notre ministre de la Défense qu'à aucun moment nous n'avions donné l'autorisation de survol de notre territoire. Donc, aujourd'hui encore, il n'est pas question qu'un avion américain ait été à l'origine de cette vague, pour autant que notre gouvernement nous dise la vérité. Oui, c'est ça quoi. Sur base qu'on leur fait confiance à 100%. Mais je pense qu'on peut leur faire confiance tout en absolument sans perdre de sens critique, mais simplement en se disant que on peut quand même se demander si les Américains sont assez simples d'esprit pour envoyer certainement un prototype de plusieurs milliards de dollars au-dessus d'une zone les plus peuplées de la planète. C'est sûr que si c'était le cas, en tout cas, ils auraient pris un très très gros risque, quoi. Je veux dire, ils devaient être sûrs de leur coup pour faire ça, quoi. Et puis il faut pas oublier quand même qu'on a une défense aérienne avec des chasseurs qui s'entraînent également, avec des pilotes qui s'entraînent avec les Américains. On en parlera peut-être tout à l'heure aussi. Et que nos chasseurs, nos pilotes de chasse sont tout à fait respectés. Notre système de défense est tout à fait respecté. Et on aurait pu coincer quelque chose de conventionnel, évidemment. D'autant plus que nos voisins français, hollandais, anglais et allemands balaient une partie de notre territoire au niveau radar. Mais maintenant aussi, il a été observé aussi en Russie, je crois, avant d'être observé en Belgique. Disons que... Et puis il est passé par Israël. On s'est interrogé, on l'a vu un peu partout. Je dois dire que d'abord la Belgique a servi, mais attachons-nous plutôt à ce qu'on a vu dans les premières heures, dans les premiers mois. Parce que vous savez très bien qu'une rumeur, elle existe pour être amplifiée. C'est clair. Donc la Belgique a certainement donné un coup de départ aussi à un certain nombre de personnes qui fantasment et qui de là peuvent même avoir des dérives un peu sectaires ou des choses dont il faut absolument se méfier. Donc nous ici on a un regard scientifique, sérieux, une approche, si je peux m'exprimer comme ça, terre à terre pour un objet volant. C'est peut-être un peu paradoxal, mais mieux vaut avoir les pieds sur terre quand on a la tête dans les nuages. Donc
Allez Cédric, je vois que tu meurs d'envie de balancer le speech de la RTBF en direct. Exactement, donc en fait c'est un document qui a été enregistré lors du journal télévisé de la RTBF, une date peut-être? Oui, le 19 juin à 19h30, en fin de journal, alors que notre ministre Poncelet en 95 avait définitivement clôturé le dossier vague belge en disant c'est le low flight, ou c'est un appareil américain, disons. On le sait bien. Et voilà, c'est terminé à la Chambre, ça s'est clôturé, alors que bon. Par la suite, on nous a dit non, il n'a jamais dit ça. Il y a eu un moment de flou artistique, mais on restait sur l'impression que le dossier était clôturé. Et bien là, on est bien content de savoir depuis ce 19 juin, donc depuis une semaine, qu'il n'en est rien. Justement, on écoute ce document. Notre rubrique 175-25, OVNI, cela signifie objet volant non identifié. Il y a une dizaine d'années, vous vous en souvenez sans doute, de nombreuses personnes avaient affirmé avoir aperçu ces fameux OVNI au-dessus de notre pays. Mais savez-vous que cette vague d'OVNI sur la Belgique est la plus importante jamais observée? Rappel des faits avec Francky Stas. Le 29 novembre 1989, 2 gendarmes de Penn observent une plateforme triangulaire qui avance lentement et sans bruit dans le ciel. Avec des puissants phares dirigés vers le sol. Il y aura une centaine d'observations d'objets volants non identifiés lors de cette même soirée. La grande vague des ovnis belges vient de débuter, elle va durer 2 ans. Pendant 2 ans, des milliers de témoins vont voir d'étranges objets sillonner les cieux de la Belgique. Parmi eux, le fameux triangle, mais aussi beaucoup d'autres formes qui ne ressemblent à rien de connu. Une des caractéristiques assez originales, c'est que pas mal de témoignages font allusion à des structures en tôle qui s'emboîtent avec des rivetages, avec des sortes de mécanismes complexes, de ponts volants, de passerelles volantes, d'échafaudages également. Bon, c'est vraiment des choses tout à fait caractéristiques et assez spectaculaires. La SOBEPS, Société belge d'études des phénomènes spatiaux, possède près de 2000 dossiers concernant tous les témoignages qui ont été répertoriés. Pour chaque cas, une enquête a été menée, ce qui fait de cette vague d'OVNI une des mieux étudiées de tous les temps. Étudiée, mais pas élucidée. Par exemple, le 30 mars 1990, suite à de nouvelles observations, des F-16 décollent de la base de Beauvechin pour traquer les OVNI. Ils enregistrent leur présence sur leur radar. Et que dire de cette fameuse photo prise à Petit-Rechin qui a résisté à toutes les analyses faites par l'école royale militaire. Aucun trucage n'a pu être découvert, ce document est authentique. Aujourd'hui, on n'en sait toujours pas plus qu'à l'époque. Les phénomènes observés entre 1989 et 1991 restent inexpliqués. Il y a eu plusieurs hypothèses. On a imaginé des survols d'avions en cours d'essai. On a imaginé des confusions, évidemment, dans certains cas avec des avions plus classiques. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, aucune de ces hypothèses n'a pu être vraiment vérifiée. Et qu'en tout état de cause, il s'agit toujours d'OVNI. Les milieux scientifiques ne prennent pas la question des ovnis au sérieux. C'est dommage, car un phénomène d'une telle ampleur et aussi étrange vaudrait largement la peine qu'on s'y intéresse. Sport Formule 1 avec... Qui veut savoir? C'est vrai que ça reste toujours la grande interrogation. Hein. Est-ce qu'on peut, enfin j'espère, mais admettons que demain il y ait de nouveau une vague belge sur les ovnis. Est-ce que la force aérienne belge et est-ce que certaines organisations indépendantes sont prêtes à intervenir pour tenter de recéler encore des déclarations, des documents et faire des observations? C'est clair. C'est clair. Vous savez, pour un militaire, je suis réserviste à la force aérienne. J'ai travaillé sur une base nucléaire bien connue en Belgique et au 2e wing tactique de Florène, donc avec des F-16 également. Et aujourd'hui, l'armée, vous savez, elle considère quand quelqu'un survole votre territoire, qui n'y a pas été invité et qui ne décline pas son identité, il doit être automatiquement assimilé comme un ennemi potentiel. Ça veut dire aussi, on ne l'abat pas directement. Donc c'est justement ça, on envoie une patrouille en scramble, donc les personnes qui sont 2 pilotes en bout de piste et qui sont prêtes à décoller en tout temps. En 5 minutes, ils sont en l'air, quoi, plus ou moins. Et on a un bagage que la vague belge de 90, de 90 nous a laissé. On a une expérience, la SOBEPS a une expérience.
effectivement, tant qu'il se passe rien, l'intérêt diminue. Mais par exemple, il reste des structures très actives aujourd'hui. La SOBEPS en reste une au niveau national. L'UFOCOM en reste un au niveau européen. Puis on a d'autres réseaux plus discrets, parfois même de simples individus. Je pense à Jean-Pierre Petit, par exemple, qui est un directeur de recherche au CNRS en retraite, qui est un astrophysicien qui s'y intéresse depuis une bonne trentaine d'années. Aujourd'hui, si une vague belge se reproduisait, eh bien nous aurions plus de moyens techniques à notre portée. Mais sommes-nous vraiment préparés, avons-nous vraiment eu des procédures établies pour rendre compte, et d'abord pour appréhender le phénomène, et puis pour rendre compte du phénomène. Alors, est-ce que nous avons vraiment, au niveau militaire, cette procédure officielle ? Nous le saurons peut-être tout à l'heure, en demandant à nos différents interlocuteurs militaires ce qu'il en est. Pour ma part, aujourd'hui, il y aura beaucoup plus d'intérêt, les médias vont s'en soucier. Il y a des séries qui ont un impact culturel assez phénoménal, mais on peut citer par exemple la série X-Files qui a eu un impact considérable auprès des populations mondiales, puisqu'il a été diffusé mondialement. Donc les gens aujourd'hui ont une connaissance plus ou moins théorique de ce que c'est qu'un OVNI. C'est ça, oui. Il y a au moins un épisode d'X-Files où on voit effectivement le même modèle que l'OVNI belge survoler à un moment une base américaine. Tout à fait. Mulder, je crois qu'il est tout seul dans un champ, il le voit passer, le truc s'arrête. Et il est près de la base de Nellis en fait, donc d'une base un peu top secret aux États-Unis. Et effectivement, on voit un petit clin d'œil. C'est petit clin d'œil, mais si on s'aperçoit, si on connaît la date, vécu ça en fait. Si on connaît la date du tournage de cet épisode et la date de la vague belge, on peut se poser quelques questions. C'est avant, le tournage a été fait avant en fait. Je vous encourage vivement à chercher. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, j'aurais dû. D'accord. Vous pouvez réagir, poser toutes les questions que vous souhaitez sur la vague belge des OVNIs en nous téléphonant au 071 88 88 18 ou en envoyant un email toutsavoir@radioquartz.be. Qui veut savoir? Et nous voyageons dans cette émission de Qui veut savoir. Nous prenons la direction de Liège pour y retrouver le commandant Mel Berck qui était pilote de chasse et qui a fait quelques observations. Bonsoir. Bonsoir. Claudio a pas mal de questions à vous poser et Thierry de même concernant cette vague belge des OVNIs. Bonsoir mon commandant. Bonsoir mon commandant. Bonsoir. Mais voilà, je suis d'abord très heureux de vous avoir ce soir par téléphone parce que vous avez été, si je puis dire, le premier témoin en première loge du phénomène. Mais ce qui, je pense, aurait intéressé un peu tout le monde, c'est de vivre avec vous ce que vous avez vécu à partir de la minute zéro lorsque vous décollez pour cette mission et un peu ce qu'on vous dit. Et est-ce que vous savez pourquoi vous partez et dans quelles conditions? Donc moi, ce que j'aurais aimé avoir de votre part, si c'était possible, c'était le récit du point de départ, quoi. Bien, le point de départ, il s'agit du 30 mars 1990. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait partie du Scramble, donc nous étions deux pilotes de garde à cette époque-là. C'était un vendredi, si je me souviens bien. Et alors en fait, c'était déjà le 3e Scramble pour les OVNIs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la vague avait effectivement commencé un peu plus tôt. Et alors, à 2 reprises déjà, les F-16 avaient décollé pour aller faire des observations. Et à 2 reprises, en fait, ils sont revenus bredouille. La première fois, ils ont été observés des contacts radars dans la région de Liège. Et à chaque fois que les 2 F-16 tournaient en direction de l'éco-radar, je vais dire, ils disparaissaient des écrans d'approche de la base de Liège, de Bierzet donc. La deuxième fois, en fait, il s'agissait, comme vous en aviez parlé tantôt, d'un rayon laser qui était émis d'une discothèque dans la région de Diest. Alors là, les F-16, en fait, à un moment donné, ont survolé donc l'endroit d'où le rayon laser partait. Alors ils ont pris la position et effectivement, les gendarmes ont pu aller constater que là, il s'agissait plutôt d'une petite plaisanterie, je vais dire. Et alors la 3e fois, donc, c'était celle dont j'ai pu faire partie.
Là, on a décollé donc aux alentours de 11h du soir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est d'alerte, je vais dire 24 heures sur 24. Et alors, on est prêt à toute éventualité, mais c'est surtout des missions donc, de surveillance ou de police. Donc comme vous le disiez tantôt, si jamais il y a des avions non identifiés, ou éventuellement des avions perdus qui pénètrent le territoire, à ce moment-là, on intervient et on est toujours prêt à décoller dans les 5 à 10 minutes. Tout à fait. Ce soir-là, en fait, pour la troisième fois, on a reçu des appels téléphoniques du centre opérationnel de la base, donc ils nous signalaient qu'il y avait des témoins visuels aux alentours de Louvain, donc l'Euve, où effectivement des gendarmes de nouveau témoignaient d'observations visuelles de plusieurs personnes, dont eux-mêmes, et c'est ça qui a généré en fait ces troisième décollage. Okay. Donc on a décollé vers 11h et alors on est allé directement en direction de Leuven. Et à ce moment-là, nous étions en contact avec le CRC de Glon, qui est en fait un radar opérationnel qui sert à contrôler donc les avions de chasse. Et en même temps, nous étions en contact avec la zone de contrôle de Bruxelles, parce qu'en fait, du côté de Louvain, on est déjà à proximité des pistes de Zaventem, oui. C'est vrai, c'est pas loin. Allô ? Oui. Voilà. Donc vous décollez, vous allez en direction de Louvain, et là... Alors là, on a reçu des informations concernant donc les échos qui étaient observés donc à la fois par le CRC de Glon et alors Bruxelles. Et alors en fait avec notre radar, donc les deux radars à bord des F-16, on a essayé de détecter en fait cette soi-disant objet non identifié. Et alors on a en fait pu accrocher cet objet, je veux dire, à 2 reprises. Et effectivement, là on a récupéré en fait des informations et donc les radars nous permettaient en fait d'analyser à la fois la vitesse, l'altitude, les changements de direction donc de cet objet. Et ça corroborait, donc c'était à la fois les indications que nous avions et les indications qui étaient renseignées par les radars qui étaient au sol. Et c'est ça qui rendait la chose assez intéressante, c'est qu'il s'agissait à la fois d'un point qui était identifié par des témoins visuels au sol, un point qui était identifié par nos radars et par des radars qui étaient au sol. Donc en fait, il y avait plusieurs sources d'informations qui identifiaient ce point comme étant unique, je vais dire. D'accord. Et donc les trajectoires ainsi identifiées sont corroborées par chaque station radar. Voilà. Il y a cette histoire de filtre Kalman, mon commandant. Donc le filtre Kalman, pour nos auditeurs, c'est un filtre qui se trouve à bord, donc qui contrôle le radar, si vous voulez, et qui permet aux pilotes d'éviter de prendre, par exemple, une concentration d'oiseaux ou quelque chose comme ça, pour un ennemi potentiel. En gros, c'est ça. Maintenant, le commandant Milberg va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais ce filtre, d'après les informations qui ont été données, ce filtre aurait été désactivé lors de votre mission, mon commandant. C'est-à-dire que le filtre, en fait, on peut régler certaines valeurs qui nous permettent de rejeter en fait des objets qui volent en dessous d'une certaine vitesse. Ok. Parce que sinon on aurait trop d'écho, je vais dire, sur l'écran qui, somme toute, n'est pas très grand. Il s'agit d'un écran qui fait à peu près une quinzaine de centimètres de côté, donc c'est pas énorme. Donc c'est la raison pour laquelle, entre autres, on rejette, le radar rejette des objets qui voleraient trop lentement, donc par exemple des ULM ou alors des bancs d'oiseaux, des choses pareilles, en imaginant évidemment qu'il y a un reflet radar qui soit possible par ce genre d'objet. Absolument. Mais ceci, ça peut être sélectionné donc à l'intérieur de l'avion par nous-mêmes, et alors on peut changer la valeur en fait des paramètres. Ok. Et donc vous aviez réglé des paramètres d'une manière spécifique, vous l'aviez peut-être désengagé complètement? Donc on a fait plusieurs tentatives, parce que chaque fois qu'on essayait d'avoir un contact radar, dans certains cas ça marchait, donc notamment 2 fois, et dans d'autres cas ça ne marchait pas parce qu'on avait un rejet automatique du système. Donc en fait dans ce cas-là, on a plusieurs façons, plusieurs techniques, je veux dire, pour essayer d'accrocher un objet au radar, et donc c'est ce qu'on a fait ce soir-là, puisqu'on était à 2 dans 2 avions différents, je vais dire. Et qu'on est revenu chacun avec une cassette qui apportait en fait les informations ayant trait à cet objet. C'est ça. Et les 2 avions avaient tous les 2 enregistré les mêmes paramètres. Voilà.
plus Glon, radar plus le radar au sol de Glon, qui est une station qui sert de contrôle, si vous voulez. C'est ça, oui. Et donc vraiment plus Zaventem, parce que c'est toutes les données radar ont été, aujourd'hui on peut le dire, ont été absolument étudiées, et c'est vrai qu'il y a l'objet a été unique. Comme le disait le commandant Milberg, on a pu voir que c'était vraiment un objet unique qui avait une trajectoire cohérente. Mon commandant, est-il vrai que lorsque votre système d'armes se loquait se bloquait sur l'écho, celui-ci adoptait une trajectoire d'évasion? Donc la trajectoire de l'objet en fait était assez erratique. Donc il changeait à la fois rapidement de direction, d'altitude, même la position relative par rapport à nous était changeait assez régulièrement. Donc on l'a perdu plusieurs fois également. Donc c'était assez troublant parce qu'en fait, je veux dire, les mouvements de cet objet étaient assez rapides, et les accélérations aussi. Oui, plusieurs G. Voilà, plusieurs, mais je veux dire, bon, nous, personnellement, à bord de l'S16, on peut tirer 9G, mais moi j'ai vu une tape du contrôle aérien, en fait, où ils ont analysé, et l'objet, en fait, pour faire des changements de trajectoire tels qu'on pouvait l'observer sur les bandes, aurait dû tirer plusieurs dizaines de G. Plusieurs dizaines de G. Actuel, en tout cas pour nous, est quasiment impossible. Oui, pour un corps humain. C'est-à-dire peut supporter à peu près 9-10 G, parfois un peu plus, mais pour des très courtes périodes. Mais d'une façon continue, je vais dire, on est à 9G, on est déjà assez bien sollicité. Oui, j'imagine. Mon commandant, a-t-on pu chiffrer une altitude ou une vitesse pour ces objets volants non identifiés? Donc la première partie du vol, je vais dire, ça s'est déroulé, comme j'ai mentionné, du côté de Leuven. Et là, on était plus ou moins dans une tranche d'altitude qui oscillait autour des 3000 mètres d'altitude. Mais pour la deuxième partie du vol, en fait, on nous a envoyé du côté de Louvain-la-Neuve à ce moment-là, parce qu'il y a eu également des témoignages visuels, également corroborés par la présence de la gendarmerie. Et là, par contre, on est descendu beaucoup plus bas. On était à peu près à 500-600 mètres d'altitude. Et là, par contre, on n'a pas eu d'accrochage radar, mais ce qui est assez troublant, et ça, moi, je ne l'ai vu personnellement qu'un an plus tard, c'est sur une cassette vidéo. C'est-à-dire qu'on voyait effectivement le fameux triangle avec donc les 3 lampes à chaque extrémité, je vais dire. Et alors là, on aperçoit les lampes anti-collision de nos 2 avions qui passent au travers. Donc vous êtes reconnu sur... Là, j'étais assez surpris parce que, bon, jusque-là, en fait, on avait observé cet objet que par l'intermédiaire du radar, donc on n'a pas eu d'observation visuelle, alors qu'à un moment donné, il était quand même il a été au plus près de nous, à peu près à 7-8 km, d'accord, mais c'était en vol de nuit, donc on n'a pas pu déceler quelque chose. Donc il y a eu ni turbulence, il n'y avait pas de rayonnement infrarouge, en tout cas observable par notre système d'armes à cette époque-là. Mais par contre, du côté de Leuven, là, bon, évidemment, le problème de la perspective existe. Quand on fait du vol de nuit, en fait, c'est quasiment difficile de dire si on passe au-dessus ou en dessous, mais là, on voit effectivement que les 2 avions passent, entre guillemets, à travers les 3 lampes de cet objet. D'accord. Il y a un truc que j'ai pas très bien suivi. C'est justement l'histoire avec le passage à travers les 3 lampes. Eh bien, donc, ça veut dire que le commandant Melbers, lui, a visionné par la suite une vidéo amateur qui filmait l'objet donc vu du sol. Et puis, sur cette bande vidéo, eh bien, les 2 avions, dont celui du commandant, semblent passer au milieu des 3 lumières. Oui, enfin, ils passent peut-être en dessous, en fait. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on explique. On a l'impression sur la vidéo qu'il passe au travers, mais en fait il passe en dessous. Il passe très près. Les F-16 étaient plus bas. Quoi. Voilà. Et apparemment, si vous me rectifiez si je me trompe, mon commandant, si je me trompe, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc vous passez, mais aucun accrochage radar à ce moment-là. Non. Aucun visuel non plus. Non, on n'a jamais eu de visuel, d'accrochage visuel, parce que si ça avait été le cas, je pense que les choses auraient encore été bien différentes. Ah oui, parce que là oui, j'imagine. J'imagine. Parce que bon, nous on est revenu, on a pris les cassettes, elles ont été analysées, et puis on en a pu reparler pendant des années, comme vous l'aviez dit tantôt. Absolument. Mais je pense que si on avait vu quelque chose, on pensait bien qu'on était motivé pour regarder dehors à ce moment-là.
parce que c'est quand même pas tous les jours que ça nous arrivait de faire la chasse aux ovnis entre guillemets. Tout à fait. Voilà, on aurait été bien content de pouvoir témoigner de ce qu'on avait vu, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. D'accord. Oui, c'est la seule pièce qui manque au dossier. Est-ce que par exemple le comportement erratique dont vous parliez tout à l'heure concernant l'engin entre guillemets, pourrait éventuellement être provoqué par un système de brouillage ou un système de furtivité quelconque? Oui, c'est une éventualité, parce que c'est vrai que évidemment, la technologie du radar que nous avions à l'époque, qui n'est plus la même à l'heure actuelle sur les FCS belges, était une technologie qui datait des années 70-80. Donc il y avait eu quelques modifications du logiciel, mais on était grosso modo avec ce genre d'équipement. Donc le radar, dans certains cas, effectivement, pouvait être brouillé. Évidemment, ça faisait partie des mesures, des contre-mesures électroniques, je vais dire. Tout à fait. Que l'adversaire, entre guillemets, ou que d'autres avions potentiellement ennemis auraient pu employer à notre rencontre. Donc effectivement, dans ces cas-là, on avait des brusques changements de trajectoire, d'altitude, de vitesse, etc. Donc ça, c'était effectivement le cas. Parce que l'objectif des contre-mesures de l'appareil ennemi est lui justement d'abuser votre système radar afin que vous ne puissiez pas le localiser, et afin que vous ne puissiez pas braquer vos armes sur l'objet. Donc ça c'est un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas vraiment le sujet. Franchement, avez-vous demandé une autorisation d'ouvrir le feu? Non, parce que d'abord, l'instruction à l'époque, étant donné que le phénomène était quand même, très particulier, les instructions n'étaient pas définies dans ce sens-là, c'était simplement, une mission d'observation. Donc il n'avait pas été question d'ouvrir le feu sur quoi que ce soit. De toute façon, on peut imaginer qu'ouvrir le feu sur ce genre d'objet, je ne sais pas très bien ce que ça aurait pu donner. Ne direz pas, vous risquez de déclencher une guerre cosmique. Je n'en sais rien du tout, je pense pas, mais de toute façon, ça n'a jamais été, question. Il n'a jamais été question, mais parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi, vous savez, Internet c'est le pire et le meilleur. Donc, pas de demande d'autorisation de tirer. Ça ne s'est jamais produit. Je suis bien content de vous l'entendre dire. Et est-ce qu'éventuellement vous avez essayé de rentrer en communication avec d'éventuels pilotes de cet objet? Le problème, c'est que nous étions sur deux postes radio, un poste UHF et un poste VHF. Et nous étions en communication avec chacun des postes, d'un côté avec Bruxelles et d'un autre côté avec le centre de contrôle aérien de Glon. Oui. Donc en fait, on n'avait pas l'occasion de communiquer. De toute façon, on n'avait aucune fréquence qui aurait pu être indiquée, qui nous aurait permis de rentrer en contact. La seule fréquence qui existe, qui est une fréquence internationale, dans le cas où dans l'éventualité on intercepterait, un avion qui se serait perdu, une fréquence de détresse que l'on emploie de temps en temps, éventuellement si on veut rentrer en contact avec un avion qui aura un problème ou quoi, mais sur cette fréquence-là, ça n'a rien donné. Ok. Donc, moi ici j'ai la retranscription en fait de votre conversation, des communications radio entre vos deux avions et le sol. Je pense que ça a été mis dans le public et à un moment, donc c'est vraiment, ça confirme ce que vous disiez là tout à l'heure. On vous demande, vous dites que vous avez un contact droit devant à 9000 pieds et au 250, donc ça c'est la direction, à 970 nœuds. Oui. 1700 km/h. C'est ça, oui. Donc le radar du FS s'arrêtait à l'époque à 990 nœuds. Donc après, il y avait un décrochage du radar. Donc chaque fois que l'objet accélérait, on arrivait au bout de l'échelle, entre guillemets, et alors il décrochait. Donc c'est pour ça que les dernières observations qu'on avait étaient en général des vitesses très rapides. Ok. Et puis à un moment, il y a je pense, vous étiez le leader ou l'ailier de... J'étais le leader à l'époque. Ok. Donc je ne sais pas si c'est vous qui parlez ou votre ailier. À un moment, on dit caméra prête, j'ai le contact à 550 nœuds en C6, altitude 10 000. Oui. Donc vous aviez une caméra qui était préparée à ce moment-là à éventuellement saisir un contact visuel à cette voie-là. Oui, donc la caméra à l'époque, on pouvait
la permuter, donc ou bien on filmait ce qu'on appelait le rayon, donc l'image du radar, ou bien on pouvait filmer donc ce qu'on appelait le HUD, donc le head-up display, donc la vision tête haute, c'est ce qu'on voit à travers le cockpit de l'avion, je vais dire. Donc quand on faisait du combat aérien, en général, on filmait la première partie du combat sur le radar, et une fois qu'on s'approchait dans un rayon de 20 km de l'autre avion, on passait sur la partie de la caméra qui filmait, je vais dire, le cockpit, donc de façon à pouvoir visualiser le type d'avion, etc., quoi. Ok, d'accord. Donc vous étiez vraiment là en mission d'observation et tout à fait attentif à ce qui se passait. Donc une fois que vous avez réuni ces informations, etc., vous rentrez à la base. Vous atterrissez donc Beauvechain. Le NV90, donc c'était votre indicatif de vol, je pense, à ce moment-là, votre nom de mission. Vous rentrez à la base. Que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est que on a visionné les cassettes, et puis les cassettes ont été, je vais dire, reprises entre guillemets, hein, pour analyse. Hein. D'accord. Donc c'est parti vers un autre service. Voilà. Donc ces cassettes-là sont parties pour analyse. Ok. Vu le contexte. Hein. Et vous n'avez, vous personnellement, plus jamais eu de suite de cet incident au niveau officiel? Au niveau officiel, non, parce qu'à l'époque, le nom des deux pilotes n'avait pas été dévoilé. Ce qui fait qu'en fait, pendant à peu près 7-8 ans, on a été tranquille, à l'écart, ou tranquille, hein, comme vous voulez, de toute cette agitation médiatique. Tout à fait, c'était préférable. Mais à partir du moment où ils ont dévoilé le nom des pilotes, à ce moment-là, on est venu nous rechercher. Effectivement, on a eu des journalistes un petit peu des quatre coins du monde, mais particulièrement des Français et des Anglais. Ok. Mais d'ailleurs, le général de Brouwer, qui était colonel à cette époque, je pense, avait convoqué la presse, et il y avait une conférence de presse qui a eu un écho à l'échelle de la planète. Hein. Oui. Donc, pour la première fois, une armée sur la planète était tout à fait transparente sur le sujet, et c'est vrai qu'on peut pousser un petit cocorico, et que je suis bien fier d'être belge aujourd'hui dans ce cas-là. Maintenant, votre impression personnelle, si je peux vous poser cette question, qui nous brûle tous. Est-ce que vous avez vraiment eu l'impression de pourchasser un plasmoïde, comme ont voulu nous le laisser entendre les météorologues de l'époque, qui disaient que c'était un simple reflet? Avez-vous eu cette impression-là? Moi, mon impression, c'est d'abord au début, comme tout le monde en Belgique, on assistait, je vais dire, à des témoignages par l'intermédiaire de la télévision. Et puis, quand ils ont commencé à envoyer les SS en l'air, on s'est un petit peu intéressé de plus près, je vais dire, au phénomène. Pour la petite anecdote, il faut que vous sachiez quand même que ce soir-là, quand on a décollé, le même week-end, il y a Patrick Hammers qui revenait d'Amérique du Sud, qui était extradé. Et ça, nous avions eu l'information. Donc, en fait, il faut dire que quand on a décollé, il faut savoir que quand on monte de QRA, donc on a un scramble, on reçoit les instructions, je vais dire, dans l'avion. Et ça se fait, je vais dire, très rapidement, puisqu'entre le moment où on quitte le local et le moment où on décolle, il y a 5-6 minutes qui se passent. Donc, on a reçu les instructions très rapidement. Donc, mais au moment où on est parti, malgré le fait qu'il y avait eu la vague d'OVNI, etc., en fait, on était un petit peu entre deux eaux. Donc, au départ, moi, je suis parti en sachant qu'on allait peut-être intercepter des ovnis, ou alors éventuellement pour intercepter également l'avion qu'allait ramener Patrick Hammers. Hein. D'accord, en guise de mission d'escorte, si on veut. Voilà, mais ça c'est tout à fait anecdotique, parce qu'en fait, je ne crois pas qu'il est rentré ce soir-là, mais il était prévu normalement de rentrer ce week-end-là. Ce week-end-là. Maintenant, au niveau de l'impression, je vais dire, moi personnellement, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus près à ce phénomène-là. Certainement à partir du moment où j'ai vu la fameuse bande vidéo, où j'ai vu qu'on passait à travers les trois lampes entre guillemets de l'OVNI. Et quand on voit que les scientifiques à l'heure actuelle, mais déjà à l'époque, reconnaissent quand même une certaine réalité physique aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, parce que c'est de ça qu'on parle. Absolument. C'est vrai que quand on parle d'OVNI, il y a quand même beaucoup d'histoires qui tournent autour de ça, mais si on s'en tient simplement concrètement à des faits bien, force est de reconnaître qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des gens très sérieux, des scientifiques, etc., qui sont penchés sur la question
et qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas toutes les réponses qu'on aimerait bien avoir à l'heure actuelle, on est bien obligé de constater qu'il y a des choses ou des phénomènes qui existent, qui sont une réalité physique, et qu'on essaye d'expliquer ou qu'on essaiera d'expliquer dans le futur, quoi. D'accord. Donc pour vous, mon commandant, il s'agissait bien d'un objet, on ne revient pas là-dessus, c'est bien un objet que vous avez accroché par 2 ou 3 fois? Oui, pour moi, oui. D'accord. Donc on exclut le phénomène météo auquel vous êtes tout à fait habitué? Oui, parce que le phénomène météo, c'est vrai que dans certains cas très particuliers, on peut assister à des phénomènes météorologiques, mais enfin, moi, ça fait 20 ans que je vole. Honnêtement, ça ne m'est quand même pas arrivé très souvent. Et en plus, je vais dire, avoir un phénomène météo qui se répète sur une fréquence c'est ça. Comme elle a existé à cette époque-là, c'est quasiment impossible. Mais vous savez, mon commandant, ce que vous avez ramené avec votre F-16 a intéressé beaucoup de monde, notamment une personne, Monsieur D'Amato. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom quelque part. Non. D'Amato, mais qui est une personne qui fait partie du NSA aux États-Unis et puis qui est aujourd'hui, en 95, en 95, était le bras droit du sénateur Byrd, qui est le leader des sénateurs démocrates aux États-Unis, qui a une immense influence. Et il est venu consulter les dossiers. Monsieur D'Amato est d'abord passé en Belgique parce qu'il devait se rendre à, vous savez, on arrive, aussi, vous êtes bien placé pour le savoir, au niveau tension internationale, on est en plein dedans. Et lui est venu demander votre enregistrement radar au général de Brouwer. Et donc, parce que lui aussi est convaincu que, pour des raisons qui lui appartiennent, et vous savez, la NSA, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence de sécurité nationale américaine, donc qui est normalement plus puissante que la CIA elle-même. C'est un sujet qui est tout à fait pris au sérieux, et puis qui a intéressé à ce point les Américains qu'ils ont déplacé cet expert en sécurité internationale et nationale. Voilà. Je voulais vous dire que vous aviez intéressé énormément de monde. Et nous aussi, on est très intéressés. Mon commandant, ne quittez pas, on se retrouve dans une trentaine de secondes. Qui veut savoir? Ce sont des ovnis et de la vague belge, des ovnis que nous parlons tout au long de cette édition de Qui veut savoir, et nous prenons la direction des emails. Et nous avons une question pour vous, mon commandant, via notre email de Karim de Foslaville. Il est vrai que l'on a constaté le survol des contrées belges par des objets volants non identifiés, mais a-t-on une idée de l'origine de ces objets? Viennent-ils du ciel ou d'un endroit particulier de l'Europe? Non, je ne pense pas qu'on a à l'heure actuelle une idée très précise de la provenance de ces objets, mais étant donné qu'ils sont non identifiés, je veux dire, à l'heure actuelle, on n'est pas en mesure de dire d'où ils peuvent venir. C'est ça, mais géographiquement, il n'y a pas une direction par laquelle ils venaient pour survoler nos régions? Il n'y a pas un couloir? Non, parce que, c'est vrai qu'ils ont commencé, les premières observations, si mes souvenirs sont bons, ont été faites du côté de Penn à l'époque. Mais comme vous le disiez tantôt, en fait, il y a eu des autres observations en Belgique, à d'autres endroits, comme Petit Rechin, comme à Memil, etc. Absolument. Mais il y en a eu d'autres ailleurs et dans d'autres pays européens, effectivement. Absolument. Mais moi, j'ai passé beaucoup de temps, vous savez, lorsque j'étais à l'UFOCOM, j'ai passé beaucoup de temps avec certains militaires français qui s'étonnaient de ne pas avoir eu chez eux de retour sur le radar. Est-ce que vous, entre pilotes, je sais que les Belges, Français, etc., participent à certains petits exercices ensemble, etc. Est-ce que vous en avez parlé avec vos collègues européens? Non, je dois dire que honnêtement, c'est un sujet qui n'était pas très très souvent débattu. C'est vrai que parfois j'ai eu des gens qui sont venus me poser quelques questions, mais d'une manière générale, en fait, il n'y avait pas énormément de débat autour de ça. Parce que je pense qu'à l'époque, d'abord, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé en Belgique. Je ne sais pas si en France, à ce moment-là, on en avait parlé autant que chez nous. Non, absolument pas. Justement, les Français s'étonnaient de ne pas avoir vu ça chez eux non plus, quoi. Oui.
puisqu'ils étaient frontaliers, ils étaient un peu... En fait, ils se demandaient simplement, et vous savez, il y a un groupe de militaires à la retraite, mais de très 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 haut gradés, y compris des gens de la DGSE et de la DST, qui aujourd'hui pensent que la vague belge est en fait une couverture d'engins américains top secret, et que la Belgique, bien entendu, ne peut pas révéler qu'elle a effectivement donné une autorisation du survol de son territoire. Alors que bon, moi personnellement, je sais pertinemment bien que ça n'a jamais été le cas. Maintenant, avez-vous eu l'impression à un certain moment, et aujourd'hui peut-être avec le recul, pensez-vous qu'il est possible que, par exemple, la TR3B ou quelque chose comme ça puisse provoquer ce genre de comportement sur un radar? Disons que c'est difficile de dire, étant donné que les Américains ont quand même une avance technologique et quand même ont entrepris des recherches dans des domaines, à la limite dont on ne parle pas encore très souvent, mais surtout au niveau des systèmes de propulsion, etc., ou des systèmes de brouillage radar, ou des systèmes d'avions furtifs. Donc en fait, par rapport aux Américains, on a quand même toujours un décalage au niveau technologique. En tout cas, quand on connaît les choses, certainement qu'elles ont été développées déjà des années auparavant. Hein. Absolument, mais il ne peut pas s'agir, par exemple, d'un développement technologique qui saute. Par exemple, aujourd'hui, l'armée belge, enfin, la force aérienne belge, je trouve, en 2005, l'avancée technologique américaine ne peut pas excéder quand même 25 ou 30 ans. Elle ne peut pas aller au-delà de 25 ou 30 ans. Non, d'accord, mais effectivement, je ne pense pas que ça pourra aller au-delà de ça. Mais maintenant, je ne vois pas vraiment une raison objective ou opérationnelle de venir ça n'a aucun sens, bien sûr, au-dessus du territoire belge pour faire voler des engins ultra secrets. Mais absolument, parce que c'est une zone hyper peuplée. Aussi, oui, mais si on tient compte quand même que la Belgique, il y a le centre général de l'OTAN, il y a les quartiers généraux de l'OTAN aussi en Belgique, qui est quand même censé être la première bride de la force européenne militaire. Oui, c'est bon, attention, il faut effectivement, la Belgique est un pays intéressant à plusieurs niveaux, et pas rien que pour la bière. Il y a effectivement le siège de l'OTAN, nous avons le SHAPE, nous avons nous sommes la capitale de l'Europe, entre guillemets, donc c'est vrai que ça fait pas mal de choses. Maintenant, je pense, comme le commandant, et je suis certain de ça, il est tout à fait impossible à concevoir que les Américains envoient au-dessus de notre territoire un engin coûtant certainement plusieurs millions, voire milliards de dollars. En gros, ce que tu veux dire, c'est que si c'était le cas, ça serait vraiment culotté, quoi. Écoutez, c'est vraiment culotté de faire ça. C'est pas culotté, c'est tout à les avoir. Vous savez, nous sommes en Europe. Alors, nous sommes ici plutôt pro-américains, et c'est bien comme ça. Mais imaginons que nous ne sommes pas si loin que ça de la Russie. Et vous savez, 1990 reste une année quand même charnière. De Berlin aussi, tout à fait. Mais nous sommes dans une année un peu bizarre. Il va y avoir des coups d'État en Russie, un coup d'État en Russie, donc quelque chose de une année charnière vraiment, l'année 90. Mais donc, je ne pense pas que si c'est une technologie hyper top secret avec un nouveau système de propulsion, on peut penser à des tas de choses. Je pense qu'au moindre accrochage ça fait un carnage au sol, sûr, ça provoque un incident international. Et secondo, il ne faut pas non plus l'oublier, c'est que la Belgique est une terre assez libre, et des forces étrangères y ont certainement des hommes. Les Américains le savent, ils vont jamais risquer quelque chose. Vous savez, les Français et les Américains sont alliés sur le papier, mais il reste quand même parfois de temps en temps des petites choses entre eux. Donc les Français sont beaucoup plus proches de chez nous que les Américains, et les Américains n'ont pas envie de voir ne fût-ce qu'une demi-vis de leur nouvelle technologie se perdre comme ça stupidement. Pour M. Melkberg, j'ai une dernière petite question. Donc, est-ce que depuis ce jour-là, il vous est encore éventuellement arrivé de voir des collègues à vous ou vous-même décoller pour ce genre d'observation? À l'époque, ça a été le dernier scramble qu'il y a eu pour cette vague d'OVNI. Et à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a encore eu récemment, mais à l'époque, ça a été le dernier. C'est certain, parce que c'était le troisième. Et étant donné que les deux premiers n'avaient rien donné, le troisième, on a rapporté des tapes. Entre-temps, il y avait eu un vol C-130, comme vous l'aviez dit, ou Hawker Siddeley, je ne suis plus sûr. Mais
À l'époque, je crois que ça s'est plus ou moins terminé là en ce qui concernait les observations par avion de la force aérienne. Est-ce que ces incidents ont donné lieu à la naissance d'une nouvelle procédure ou disons d'un complément de procédure en ce qui vous concerne? Si vous êtes non. Aujourd'hui, si vous êtes confronté encore au même problème, est-ce que vous avez une procédure qui n'existait pas à l'époque pour rendre compte ou est-ce que les radars fonctionnent mieux? Je sais pas, peut-être quoi. Les radars sont différents. Maintenant, personnellement, je ne vole plus sur F-16 depuis 1998. Donc je ne saurais pas vous dire exactement si au niveau des procédures opérationnelles, s'il y a des choses qui ont été adaptées. Bon, probablement qu'avec le nouveau radar et les performances accrues du radar, bon, il y a certainement des choses qui ont dû être débattues à ce sujet-là, mais je ne serais pas rentré trop dans le détail pour ce qui existe pour le moment. Et, mon commandant, une question à laquelle vous n'êtes vraiment pas obligé de répondre si ça revêt un caractère de sécurité quelconque. Est-ce que vous avez participé aux exercices Red Flag? Oui, moi j'ai volé en 1993. Et donc, vous pouvez pour nos auditeurs nous situer un peu l'endroit où ça se situe, cet exercice, et avec qui? C'est un exercice international, hein, donc on effectue, je veux dire, dans la région de Las Vegas. Et effectivement, bon, là on s'entraîne à faire du combat aérien, je veux dire, comme on le fait en Europe également, dans d'autres zones, d'une façon similaire, je veux dire, mais dans un environnement un petit peu différent, puisque c'est un désert. Principalement. Ok. Et là, vous avez été amené à discuter avec des collègues américains, je suppose. Hein. Oui, oui. Et est-ce que eux ne vous ont jamais approché pour avoir une information ou l'autre? Non, à ce sujet-là, non, parce que, comme je vous le disais, en fait, les noms n'ont été divulgués en fait que des années plus tard. Donc, en fait, personne n'a jamais été au courant. Ce qui me concernait, que c'était moi qui étais l'intéressé à cette époque-là. D'accord, donc personne n'était au courant. C'était tant mieux pour vous, hein, dis donc. Oui, tant mieux, parce que c'est vrai que, enfin bon, ça ne me dérange pas de parler de ce sujet-là, parce que c'est malgré tout intéressant. Et bon, ça soulève pas mal de questions, et surtout si on veut un petit peu s'y pencher d'une façon plus sérieuse, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à débattre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était encore quelque chose qui était un petit peu, je vais pas dire tabou, mais les gens en parlaient, je vais dire, avec un petit sourire, en coin des lèvres. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je pense que la RTBF, dans son dernier journal télévisé du 19 juin, vient de dire qu'il serait intéressant de mettre quelques personnes vraiment compétentes pour traiter ce sujet. Pourquoi pas des militaires, pourquoi pas des pilotes, mais certainement des scientifiques, des physiciens, des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi votre avis que ce phénomène mérite toute l'attention des scientifiques? Et sérieuse. Oui, je pense que oui, il mérite certainement qu'on s'occupe, je veux dire, entre guillemets, officiellement, et certainement qu'on traite les observations et les informations à un niveau plus élevé. Parce que je pense que le problème, c'est si on observe chacun de son côté certains éléments et qu'on n'essaye pas de mettre en corrélation ces éléments avec d'autres pays ou même d'autres continents, parce que vraiment, les choses ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe. Si on ne travaille pas comme ça, je veux dire, ça sera peut-être difficile d'avoir des informations cohérentes ou d'établir des liens entre certaines choses qui ont été observées à des époques différentes, peut-être, et à des endroits différents. Est-ce qu'il est vrai que votre intervention, et surtout l'objet de votre intervention du 30 mars, a augmenté le degré d'alerte du NORAD? En ce qui nous concerne, je veux dire, bon, nous étions les intervenants, nous étions les pilotes qui étions de garde. Là, les décisions se prennent au niveau de la base. Maintenant, au niveau tactique, au niveau stratégique, bon, peut-être que certaines choses ont été modifiées, mais ça, on n'était pas mis au courant. Vous n'avez pas été mis au courant. D'accord. Eh ben, écoutez, moi j'étais vraiment enchanté de vous entendre ce soir parce que je trouve que ça vaut vraiment. Vous êtes le mieux placé pour nous en parler de cette vague belge parce que vous étiez à bord, vous savez de quoi il retourne. Je dois préciser pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais qu'un pilote de chasse, c'est également un ingénieur. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est choisi pour son sang-froid, pour son courage. Et je ne lance pas des fleurs, je les lance aux pilotes de chasse du monde entier. Ces gens sont vraiment choisis, triés sur le volet. J'ai eu l'occasion de faire un mois avec eux à Saint-Tron et je peux vous dire que ce ne sont pas des gens qui prennent des vessies pour des lanternes, ce sont des gens d'un calme
olympiens et s'ils ont eux aussi la tête dans les nuages et pour de bonnes raisons ils ont également les pieds sur terre. Donc aujourd'hui c'était très important pour moi d'entendre le commandant Melbergs nous dire que voilà, aujourd'hui il y a un objet volant non identifié, qu'il s'agit bien d'un objet, qu'il ne s'agit pas d'un phénomène météo, que l'objet a été, les pistes radars sont d'excellente qualité et qu'elles ont été mises les unes à côté des autres avec d'autres stations radars, dont les deux F-16, mais également Zaventem et Glon, CRC Glon. Donc voilà, c'était très important. Et aujourd'hui, vous avez ça, mais venant de la bouche du principal intéressé. Donc voilà, c'est pas une rumeur sur Internet. C'est ça, quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Le plaisir était pour moi, mais je vais dire que en ce qui concerne le phénomène OVNI, il y a énormément de témoignages d'une façon générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des cas sont souvent, la plupart des observations sont souvent le résultat, je vais dire, d'une mauvaise interprétation de phénomènes qui sont connus ou inconnus. Dans certains cas, il s'agit de phénomènes naturels, mais que les gens ont rarement vus. Et alors, le petit pourcentage ou l'infime pourcentage qui reste de phénomènes non identifiés, ceux-là, il faut essayer de les traiter d'une façon la plus rationnelle et la plus scientifique possible. Absolument. Un objet qui tourne à angle droit à une vitesse de 1700 km/h, ça ne peut pas être un plasmoïde météo, on est bien d'accord. Merci beaucoup, mon commandant, pour toutes ces informations sur Antenne. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à vous, mon commandant. Au revoir. Qui veut savoir? Vous pouvez réagir par rapport à tout ce qu'il s'est dit sur Antenne en nous envoyant un email toutsavoir@radioquartz.be ou même en nous téléphonant au 071 88 88 18. Qui veut savoir? Ce sont des ovnis que nous parlons dans cette émission de Qui veut savoir. Durant 2 heures, nous parlons plus particulièrement de la vague belge, des ovnis avec ces drôles d'objets triangulaires en 89 et 90. Et notre second invité, Claudio, que nous allons accueillir sur Antenne. Oui, donc nous avons le général Mandel au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon général. Qui était plutôt l'aide de camp, conseiller militaire de Guillaume à l'époque où ça s'est passé. C'est bien ça? Oui, l'aide de camp, ce n'est pas tout à fait la formation correcte. Disons que j'étais conseiller, plus spécialement en charge des affaires militaires et entre autres donc des problèmes concernant la force aérienne. D'accord, bonjour, tout d'abord bonsoir mon général, Thierry Watley ici. Voilà, donc il y a quelque temps donc au sujet de cette vague belge, j'ai écrit il y a 2 ou 3 ans à monsieur Guillaume et lui m'avait donné à l'époque, m'avait conseillé vivement de vous contacter pour avoir, disons, la vue du dessus, si je puis me permettre. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des décideurs, à votre niveau, et quelles informations avez-vous donné à notre ministre afin que lui donne quelques directives dans le sens d'une collaboration avec des structures civiles? Évidemment, là vous faites appel à mémoire et comme ça date déjà d'il y a quelques années, je ne suis plus tout à fait dans la mesure de vous dire exactement comment ça a pu se passer, mais en fait disons que dans les grandes lignes, je crois que nous avions une attitude au niveau du cabinet et entre autres ce qui permettait au ministre d'être un peu protégé par rapport aux événements, c'était d'avoir une attitude très prudente par rapport aux événements. Cela lui permettait lui d'être toujours dans une position d'attente et éventuellement d'infirmer ou de confirmer certaines informations. Il faut quand même se dire que ce phénomène est un phénomène qui n'est pas lié uniquement à la Belgique et qu'en tant que Belges, nous n'étions pas vraiment équipés, nous ne disposions pas d'une organisation vraiment adéquate pour disons, examiner les phénomènes auxquels nous étions confrontés. En fait, l'attitude que nous avions, c'était de prendre note et d'avoir l'esprit le plus ouvert possible vis-à-vis de ce qui se passait. Tout
Tout à fait. Oui, et donc le cabinet du ministre Côme a donc invité l'armée à collaborer de manière ponctuelle avec la SOBEPS. Je pense à la mise à disposition, par exemple, pour un vol de quelques heures d'un C-130. C'est quand même... Je crois que toutes les initiatives qui étaient prises au niveau civil étaient, disons, examinées de façon positive, et lorsque on a jugé que c'était faisable et que nous ne mettions pas nécessairement notre crédibilité en péril, eh bien, nous avons donné au ministre un conseil ou un avis favorable, et alors le ministre suivait cet avis. De la même façon, lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les avions de chasse puissent être mis en œuvre, la structure de la force aérienne dans le contexte international permettait effectivement de scrambler, comme on peut le dire en jargon aéronautique, les avions, et de faire en sorte que si on découvrait quelque chose d'inhabituel dans le ciel, on puisse laisser partir les avions. C'est ce qui s'est passé un soir, à notre grande surprise, je dois bien l'avouer, lorsque des gens seuls ont découvert quelque chose d'inhabituel au sol, et que ça a été corroboré par l'observation de différents radars statiques, et ce qui a permis de permettre le décollage des deux avions F-16 qui sont en fait là pour d'autres missions, mais qui dans ce contexte-là ont été autorisés à décoller. D'accord. Pour vous, mon général, il était donc tout à fait possible qu'il s'agisse là d'un prototype étranger, sans citer aucune nation, vu le contexte international un peu spécial de l'époque. Est-ce que à un certain moment, la possibilité d'un survol d'un avion d'un type particulier, mais peut-être pas allié, vous est passé par la tête? Non, je ne crois pas que nous en étions à ce stade-là. Mais comme je vous l'ai dit, on ne pouvait exclure aucune hypothèse. Et la façon d'en avoir le cœur net, c'est tout simplement d'aller voir ce que certains observent. Absolument. Et à ce stade-ci, 15 ans après, je ne sais toujours pas ce que les gens ont pu voir. Mais je crois qu'à l'époque, tout comme maintenant, je crois qu'on peut exclure que c'était tout simplement la présence d'objets identifiés ou, comme vous venez de le décrire, appartenant à d'autres nations. Absolument. Donc il ne s'agit pas, parce que nos voisins français et quelques officiers de haut rang de l'armée française ont suspecté à un certain moment la Belgique d'accueillir des vols d'essai américains, mais de manière officieuse plutôt qu'officielle. Alors là, je pense que... dire de façon formelle que d'abord, moi je n'ai jamais été au courant de ce genre de survol, et si certains pensent que c'est le cas, bon, bah, c'est leur droit, mais moi je peux vous confirmer que jamais nous n'avons eu des contacts de ce genre pour autoriser ce type de survol. Absolument. Donc aucune demande n'avait été introduite par exemple par les États-Unis, pour ne pas les citer, ou par une quelconque autre nation. On pense aux Anglais également. Donc on peut vraiment aujourd'hui dire aux gens non, il ne s'agissait pas d'un avion américain que la Belgique accueillait dans son espace aérien, bon gré mal gré. Absolument. Donc c'est une donnée importante. Est-ce que aujourd'hui, donc, enfin, quelques années après la vague, on a des physiciens de renom chez nous et ailleurs d'ailleurs, qui ont travaillé sur le sujet, qui ont notamment, je pense au professeur Messen de la SOBEPS, qui lui a analysé les pistes radar, etc. Et je tiens à préciser que c'est un civil, et donc que l'armée, et c'est assez rare que pour le souligner, a fait preuve de beaucoup de transparence et a fourni toutes ces données au professeur Messen afin qu'il les examine et afin qu'on ne puisse pas justement suspecter les autorités de cacher quoi que ce soit. C'est
c'était vraiment, on invitait les étrangers même à venir à cette fameuse conférence de presse, si mes souvenirs sont bons. Et donc c'était important aujourd'hui que nous ayons le général Mundell, à mon avis, qui confirme effectivement aucune demande n'a été introduite. Et aujourd'hui, mon général, pensez-vous que les Américains auraient pu violer l'espace aérien sans vous demander votre avis de notre pays, disons sans trop vous le dire? Ça me paraît peu probable, mais qui suis-je pour exclure totalement ce genre de situation? Mais de toute façon, je crois que ce que nous avons vécu ne correspond nullement à ce qu'on pourrait appeler d'un survol classique par un avion furtif. D'accord. Là, je crois qu'on parle de choses totalement différentes. À l'époque, le F-117 était à peine connu, si mes souvenirs sont bons. Je suis même pas sûr qu'il était rendu public à cette époque-là. Ah non, mais on sait bien que de toute façon, il n'avait pas les caractéristiques de vol de cet appareil-là. Dès le départ, quand on en a parlé, par exemple, ça ne collait pas tout de suite. On voyait que ça collait pas directement. Je me souviens du magazine Science et Vie qui a un certain degré de respectabilité auprès des gens, qui affirmait que le vol d'OVNI au-dessus de la Belgique, c'était le F-117. Et alors que sont spécialistes pour faire ça. Voilà, donc là non plus, ça n'avait aucune des caractéristiques du F-117. Un avion qui reste en position stationnaire, c'est à part des avions comme le Harrier britannique, mais il fait plein de bruit aussi, ça fait un bruit immense. Il y a il y a un dégagement de chaleur assez impressionnant. Donc c'était pas très possible. Quelle a été l'attitude du ministre Guillaume dans cette période? Était-il intrigué ou voulait-il trouver vraiment la source de la vague? Je crois que d'abord, il faut préciser qu'un ministre n'a pas que ce dossier à traiter. Absolument, je m'en doute. C'est un de nombreux dossiers dont il doit se préoccuper et que, comme je vous l'ai dit, les informations que nous lui fournissions lui permettaient d'être au courant sans entrer dans les détails. Et tout simplement, nous lui recommandions d'avoir une attitude excessivement prudente, ouverte, mais sans plus devoir se prononcer sur différentes hypothèses. D'accord. Donc le tout était, comme le commandant Melberg nous l'a dit tout à l'heure, c'était observer et recueillir le plus de données possible concernant ce phénomène. Absolument. Et je crois d'ailleurs que les résultats des différentes cassettes et les examens de différentes hypothèses, c'est arrivé d'ailleurs après que nous ayons déjà quitté le cabinet et que le ministre a été remplacé par un autre. Absolument, oui, tout à fait. Et puis on peut s'étonner aussi d'un des successeurs de M. Combe, M. Poncelet, qui était ministre également de la Défense et qui a classé le dossier vague belge sans suite en disant que c'était un avion américain. Alors je voudrais vous dire aussi que quelque temps après avoir classé ce dossier, M. Jean-Paul Poncelet s'est retrouvé directeur de la communication à l'Agence européenne spatiale. Comme c'est bizarre. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote, n'est-ce pas, en général. Oui, qu'est-ce que vous pensez en fait du classement de l'affaire par M. Poncelet? Ah non, je n'ai pas à me prononcer. Il avait d'autres conseillers à l'époque, des gens que je connais très bien et qui lui ont sans doute recommandé d'avoir une attitude plutôt ferme vis-à-vis de ce genre de phénomène. Et voilà, je crois qu'on doit respecter notre attitude. D'accord. En 95, dans le 95, nous avons eu quand même la visite de personnalités d'outre-Atlantique, de conseillers prestigieux, disons, de certains sénateurs. Je pense au sénateur Byrd aux États-Unis, qui est le chef de file des démocrates et qui a fait le déplacement pour venir demander au général de Brouwer s'il pouvait avoir copie ou voir l'original de ces enregistrements radar. Alors, étiez-vous au courant, mon général, de ce voyage de Monsieur D'Amato?
Non, vous me l'apprenez, je n'étais pas au courant. Eh bien voilà, donc Monsieur D'Amato, qui est une personne qui a travaillé pour la NSA, s'est reconverti après comme conseiller en sécurité intérieure et extérieure auprès du sénateur Byrd, qui est l'un des plus prestigieux sénateurs du Sénat américain, très ouvert sur la question. Il a convoqué, notamment depuis l'affaire Roswell, même des gens, des témoins de cette affaire, et bien sûr, ça a été confirmé par les personnes de la SOBEPS qui l'ont également rencontré, et c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé. Et pour lui, en ce qui concerne, lui, il reste aussi très très ouvert, et il pense que la vague belge était quelque chose de tout à fait intéressant. Et donc, on ne voit pas aujourd'hui pourquoi le ministre Poncelet a clôturé ce dossier, qui est des plus intéressants, et au niveau intellectuel simplement, et au niveau intérêt, notre curiosité à chacun est piquée, mais non seulement au niveau de la défense nationale, parce que tant qu'un phénomène n'est pas identifié, et je pense que le général Mandel ne me contredira pas, il peut s'agir effectivement d'une menace potentielle tant qu'elle n'a pas été avérée inverse. Mon général, je me trompe ? Je ne dirais pas jusqu'à la menace, mais quand même, comme vous dites, ça nous interpelle, et je crois que tout être humain, lorsqu'il est confronté à des points d'interrogation, se pose certaines questions, et je crois que c'est l'attitude que nous avons eue à l'époque. Tout à fait, mais elle est louable parce qu'elle a fait la une des journaux du monde entier, parce que c'était la première fois qu'une armée, qu'un ministre, qu'un gouvernement, qu'un pays s'impliquait dans ce genre de phénomène, parce que nous avons eu des contacts directs, des pilotes sont partis, etc. Par la suite, on a eu d'autres pays qui ont essayé d'imiter la Belgique. On pense au Mexique, on pense au Chili aujourd'hui, qui, au sein de la force aérienne chilienne, il y a des collaborateurs civils qui travaillent dans une section spéciale, et qui, pour ce genre de phénomène, ils sont pas très nombreux, mais ça existe. Disons qu'eux, ils sont vachement plus gâtés que nous aussi en observation, c'est régulier. Hein, disons qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la RTBF, et c'est pas mal d'ufologues dans le monde entier, ufologues dont je ne fais pas partie parce que je ne suis pas un ufologue, mais le phénomène belge reste quand même sur la plus haute marche du podium, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que justement, on a donné des suites à cette histoire de témoignage. On ne pouvait pas faire autrement. Disons qu'on peut dire que le comportement du gouvernement et de l'armée est un exemple à suivre pour les autres pays. Quoi. Je pense. Surtout la France qui devrait en prendre exemple grandement. La France a fait ce qu'elle a pu. Elle a un organisme qui s'appelait le GEPAN à l'époque, et qui a été remplacé plus tard par le CEPRA, service d'expertise des phénomènes de rentrées atmosphériques. Donc c'est un nom un peu bizarre pour appeler ça un ovni. Mais alors que quand vous vous adressez aux responsables de ce département, eh bien, il vous dit oui, moi je suis juste là pour m'occuper d'OVNI. Voilà, point. Et ce monsieur est payé lui aussi par le gouvernement français, puisque il fait quand même partie quelque part également de la DGA, de la Délégation Générale à l'Armement en France, qui est une institution militaire qui planche, si vous voulez, ce sont tous les scientifiques travaillent. Délégation Générale à l'Armement, on crée de nouveaux armements, ça va du missile antimissile au nouveau système de défense antiaérien, enfin, etc. quoi. Aujourd'hui, mon général, quelle est votre impression après 15 années de recul par rapport à cette vague belge ? Votre impression personnelle, si je peux vous la demander. Mais je crois que on peut conclure en ce qui nous concerne de la façon suivante. 15 ans après, on n'en sait pas plus par rapport aux événements, et donc l'attitude que nous avions à l'époque d'extrême prudence se confirme tout à fait adéquate. Ce qui m'interpelle, c'est que depuis lors, on n'a plus jamais eu l'occasion de répéter ce genre de situation, et on peut se demander, bon, c'était un cas isolé, et tant que ce n'est pas confirmé par d'autres expériences de ce genre, le problème, le mystère reste entier. Ok. De toute
Toutefois, il faut bien préciser aussi qu'après la Belgique, le Mexique a suivi très 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 rapidement, hein, avec des témoignages semblables d'objets triangulaires, avec des vidéos, avec des choses comme ça. Donc la Belgique n'a pas été le seul pays impliqué dans cette vague qui dure quelques années en fait, qui dure Ce qui était tout à fait caractéristique de l'observation dont vous faites état, c'est qu'il y a eu observation au sol, observation radar au sol et observation d'un radar en portée. Donc là, vraiment, c'était quand même tout à fait exceptionnel. Oui, il y a recoupement entre les différents radars. Et donc les pistes étaient d'excellente qualité à chaque fois, elles ont pu être mises en rapport les unes avec les autres. Donc le commandant Melberg nous l'a expliqué très très bien là tout à l'heure, et donc il n'y a plus de doute. C'était aussi pour ça que je voulais avoir le commandant Melberg ce soir et ainsi que le général Mandel, c'est pour dire aux gens qui nous écoutent, la vague belge c'est quelque chose encore de non identifié. Il n'y a pas de fermeture de ce dossier. Mon général, si vous étiez aujourd'hui le conseiller du ministre Flao, et lui conseilleriez, est-ce que vous lui conseilleriez de réouvrir ce dossier? Donc, je crois que à chaque période suffit sa peine. Et comme j'ai fait ce que je croyais devoir faire, maintenant c'est à d'autres de s'en charger. Et à votre opinion personnelle sur le sujet, est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui doit être vraiment traité avec le plus grand sérieux? Je crois, parce que vraiment nous nous trouvons quand même devant des événements qui sont tout à fait inhabituels, même si nous sommes un petit pays, nous avons été confrontés à cet événement et je crois que nous avons fait le nécessaire pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Nous n'avons pas la réponse, mais je crois que si jamais d'autres pouvaient nous aider à comprendre ce qui a pu se passer, je crois que ce serait bénéfique pour tout le monde. Vous faites allusion aux Américains, là, plus particulièrement, ou bien quand vous parlez des autres nous ne sommes peut-être pas suffisamment armés que pour examiner toutes les pistes possibles. D'accord. Est-ce que c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé une fois jusqu'ici, parce que c'est quelque chose que l'on prend avec des pincettes, comme on dit chez nous. Est-ce que l'hypothèse d'un engin exotique, et vous voyez là où je veux venir, est-elle ouverte? Elle reste-t-elle ouverte? Est-ce que c'est possible? Non, mais moi je préfère ne pas me prononcer à ce sujet comme nous l'avons fait à l'époque. Nous n'excluons aucune piste, mais nous ne pensons pas nécessairement à quelque chose d'exotique, de spécifique. Ça peut être un phénomène dont on ignore encore l'existence pour l'instant. Je pourrais me limiter à ça. Ok, d'accord. Mais quand le commandant Melberg dit que pour lui, il n'y a aucun doute, c'était bien un objet, donc avec toutes les caractéristiques physiques que peut comporter un objet, là il ne reste plus évidemment beaucoup de solutions. Là c'est son appréciation, et bien sûr il était bien placé pour avoir un tel avis. Oui, en plus ces assertions ont l'air d'être confirmées par les données radar fournies par les différentes stations, dont Glon, Zaventem, etc. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on peut considérer que la vague belge, il y a vraiment eu quelque chose. Mon général, je pense qu'on peut terminer à peu près comme ça en disant que... Oui, est-ce que pour vous, en fait, on a au moins eu affaire à quelque chose de concret? Ou alors est-ce que vous pensez que ça peut encore rester une sorte d'hallucination collective ou quelque chose comme ça? Absolument pas. Mais je ne dirais pas qu'au départ de l'événement pour lequel vous me téléphonez, moi je ne considère pas nécessairement qu'il y ait eu une vague. Il y a eu, en prenant ce cas précis comme vraiment le point tout à fait culminant des phénomènes, il y a eu ce cas-là, et pour le reste, je crois que c'est assez semblable à ce qui a pu se passer dans d'autres pays. Tout à fait. À l'époque, la gendarmerie faisait encore partie du ministère de la Défense, si mes souvenirs sont bons. Oui, absolument. Et donc, quand moi je discute avec le maréchal des logis Renquin, qui me dit, donc c'est lui qui déclenche un peu tout ça,
Et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement à plusieurs reprises. Et nous avons échangé quelques points de vue là-dessus. Et lui me disait qu'il avait fait d'autres observations dont il n'osait même pas parler en public, quoi, à une certaine époque. Donc lui, il a fait des observations. Encore après celle qui a déclenché l'envol des F-16 en scramble. Donc tout ça dépend du même ministère. Ça fait quand même beaucoup de gens pour être une hallucination collective, effectivement. Enfin là, ça n'a pas été, disons, relevé de façon officielle. La preuve, c'est qu'il n'en a pas parlé probablement. C'est difficile d'élaborer certaines hypothèses au départ d'histoire dont on n'a pas vraiment fait... Il n'y a pas eu un rapport, il n'y a pas eu de rapport de gendarmerie à ce niveau-là, de survol ou d'atterrissage. D'accord. Donc au niveau officiel, il reste juste des interceptions ponctuelles dans le temps d'objets non identifiés, mais bien réels. Absolument. D'accord, mais c'est très c'est parfait, oui. C'est parfait parce que ça nous donne tout à fait l'envie de réouvrir ce dossier à un niveau officiel, et je pense que plusieurs politiques de quelques courants que ce soit d'ailleurs seraient également intéressés de réouvrir ce dossier qui a été pour beaucoup fermé un peu vite, fermé de manière, on va dire, intempestive pour le moins. Voilà, en tout cas je vous remercie mon général de nous avoir accordé ces quelques instants à répondre à nos questions, et encore une fois merci d'avoir fait preuve de temps d'ouverture et de transparence, parce que vous et votre intervention, vos conseils ont certainement placé la Belgique au numéro en place d'honneur des armées transparentes, si je peux dire. En tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup mon général. Bonsoir. Qui veut savoir? Qui veut savoir? C'est donc des ovnis, les objets volants non identifiés, que nous parlons dans cette émission Qui veut savoir. Et une question m'en vient à poser à Claudio et à Thierry. Admettons que demain, ou peut-être même ce soir, en sortant du studio de la radio, je serai témoin d'un phénomène inexpliqué. Je verrai un objet lumineux au-dessus de ma tête, ou quelque chose d'assez spécial. Qu'est-ce qui serait bien comme méthode à suivre en fin de compte? Eh bien, il y a une double méthode que je recommande, moi. Alors, c'est la double méthode du citoyen. Alors, le citoyen belge, s'il voit quelque chose d'anormal dans son ciel, mais quelque chose qui en vaut la peine. Oui, première chose quand même, il sort son sabre laser avant de faire quoi que ce soit. Ça y est, voilà. Ça, c'est quand on dépasse le deuxième Martinique. Donc, il y a une double attitude à avoir, une double procédure. Il y a la procédure, on téléphone à la SOBEPS, et ces gens, j'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais ces gens ont un répondeur, et toute la nuit vous pouvez laisser votre message là-dessus, et il sera décortiqué dans les heures qui suivent, et vraisemblablement la SOBEPS enverra un enquêteur, voire deux, recueillir le témoignage. Mais parallèlement à ça, après votre coup de fil à la SOBEPS, vous laissez une trace à la gendarmerie de votre ville. Donc vous téléphonez à la gendarmerie et vous déclarez votre observation, mais il faut que les gendarmes laissent un PV. Ça veut dire qu'il faut que on doit enregistrer la déposition, voilà, comme une plainte. Ils doivent enregistrer la déposition, si vous voulez, et il y a une trace officielle qui va perdurer dans les archives. Alors ça, c'est quelque chose de bien, parce que quand vous laissez une trace officielle, que vous avez interpellé un service de 1, ça va décourager les plaisantins, parce que s'ils déplacent les gendarmes pour rien, je leur souhaite beaucoup de plaisir, parce que les gendarmes, la police aujourd'hui fédérale n'ont pas que ça à faire, ils ont d'autres chats à fouetter, mais si le phénomène en vaut vraiment la peine, laissez une trace officielle. Appelez la base aérienne la plus proche. Ce sont des gens comme vous et moi. Vous allez tomber sur un chef-poste qui, s'il juge votre accent sincère, pourra peut-être éventuellement faire quelque chose. Mais au moins, laissez des traces de ce que vous avez vu au niveau officiel et au niveau citoyen, c'est-à-dire au niveau associatif. Si vous avez il y a l'UFOCOM aussi que vous pouvez toujours joindre.
Vous pouvez me joindre moi également, ou Claudio, et de toute façon on est toujours sur la brèche, mais évidemment en Belgique on pense d'abord SOBEPS au niveau civil, SOBEPS et UFOCOM, c'est ça. Et puis au niveau officiel cette fois, il faut laisser une trace à la police nationale, voire à l'armée, mais dans les deux sens, laisser une trace. D'accord. Et peut-être avoir le réflexe aussi de prendre un document, une photo, filmer peut-être ce phénomène. Avec les GSM maintenant qui sont... Oui, mais ça ne servira à rien malheureusement parce que la définition de ces GSM est pitoyable. Ça dépend lesquels. Oui, on va pas faire de pub, mais de toute façon, on arrive à un maximum de pixels qui reste bien en deçà de l'utile. D'accord. Donc on peut photographier sa copine et l'envoyer à son copain si on veut, mais c'est tout ce que on peut faire avec un appareil photo embarqué dans un GSM. Par contre, si vous avez une caméra vidéo, alors là ça devient plus intéressant pour les scientifiques parce qu'il va y avoir un mouvement. Alors n'oubliez pas que pour filmer un objet dans le ciel, il faut caler la caméra. Il faut pas qu'elle bouge. C'est ça. Parce que il faut pas zoomer. Ne zoomez pas. Alors je vous en prie, ne zoomez pas vers les objets. On s'en occupera, nous, ou alors vous zoomez un court instant juste pour votre plaisir personnel et vous revenez à l'état initial de la caméra et vous suivez l'objet s'il sort du champ de votre caméra, mais sinon la caméra elle doit être fixe. Ça va pouvoir permettre de définir des vitesses angulaires et des petites choses comme ça. C'est ça, oui. Donc ne pas bouger la caméra si on peut avoir une caméra à portée de la main évidemment. L'appareil photo aussi c'est même principe, pas de zoom, trépied si possible, calé sur un mur, le dos de sa compagne ne bouge pas, je prends la photo. Mais le tout, c'est de laisser une trace. C'est ça, oui. Parce que vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir observé ce phénomène. Alors, si vous observez un phénomène, le phénomène ici, puis que 2 minutes plus tard, on l'observe à 100 km à l'est, eh bien, on a déjà une esquisse de trajectoire aussi. Donc, on peut déjà éliminer un avion, on peut avoir les couloirs aériens, les heures auxquelles il passe. Si c'est un avion militaire, on va vous dire, non, il y avait un QRA, donc c'est un exercice, si vous voulez, dans cette zone-là. Il n'y a pas de problème. Parfois, on vous dit, non, on ne sait pas ce que c'est. Moi, j'ai eu le cas personnellement où j'ai déposé un témoignage, j'ai appelé, comme je suis réserviste à la base de Florène, je suis sous-officier de sécurité, il m'est arrivé de voir un truc dans le ciel, de téléphoner directement à la base, on m'a passé la tour, on m'a dit il y a un QRA effectivement dans votre région, mais c'était un peu bizarre. Et puis pour finir, je suis remonté jusqu'au colonel Janssen à l'époque, qui était le remplaçant du colonel de Brouwer, du général de Brouwer, et qui m'avait dit actuellement je peux pas ni confirmer ni infirmer. Donc les Belges se montrent toujours vraiment très franc et très à l'écoute, très transparent. Je crois qu'on peut être fier d'avoir une armée comme ça. Et peut-être aussi prendre un maximum d'informations qui pourraient servir plus loin par les scientifiques ou les militaires. J'entends par là s'il y a un dégagement de fumée, s'il y a une lumière, s'il y a un bruit, et surtout la localisation géographique aussi peut avoir son importance. Absolument, mais généralement ce que les gens font, parce que vous savez, c'était au nord, au nord-est, je sais plus très bien, c'était entre mon pommier et la haie du voisin. C'est ça, oui. Alors il faut aller sur place et puis là, les enquêteurs de la SOBEPS, et j'en ai fait partie un tout petit moment, se rendent sur place et on prend les mesures, les directions, les formes, les caractéristiques apparentes de l'objet. Si on peut donner une vitesse angulaire, tiens voilà, il s'est déplacé de tel point à tel point sur l'horizon en 5 secondes, on peut calculer l'angle et alors on a la vitesse angulaire. C'est ça, oui. Ça ne correspond pas à grand chose de bien utile, mais quand même, si les recoupements se font, alors on peut extrapoler, on peut localiser la taille de l'objet par rapport à son éloignement, on va vous donner aussi, il va y avoir plein de petits paramètres intéressants qui nous échappent parfois complètement, nous, quand nous regardons ce genre de phénomène. C'est ça. Et donc, pour récapituler, le réflexe, dès qu'on voit quelque chose, bien l'observer, observer tous les détails, prendre des documents, photos, films, vidéos, ensuite prendre contact avec la police. Réveiller son épouse si elle dort, absolument avoir quelqu'un avec soi. C'est ça, oui. Supplémentaire. Qui va normalement corroborer ce que vous dites. Donc, il faut au moins être à 2 pour le voir. Alors, parce que maintenant, vous savez, depuis ces 60 dernières années, on en a vu pas mal des ovnis, donc c'est pas
toujours possible d'apporter le crédit nécessaire. On se déplace plus pour quelqu'un qui a vu une lumière dans le ciel pendant 15 secondes, parce que sinon on fait plus que ça. Mais lorsqu'il y a document, lorsqu'il y a photo, lorsqu'il y a enregistrement sonore ou vidéo, effectivement, ça peut faire avancer le schmilblick. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, même si à la RTBF on dit que les scientifiques en rigolent, moi je peux vraiment vous certifier. Il y en a qui rigolent pas du tout. Il y en a qui rigolent pas du tout. Ce sont des gens très haut placés au niveau scientifique, ce sont des têtes. On peut penser à des directeurs de recherche, des choses comme ça. Bien sûr. Mais non seulement ça, mais les politiques également. En France, il y a une véritable volonté politique de traiter le sujet OVNI, mais d'une manière un peu peut-être qui nous dépasse, nous Belges, puisque nous on a été si transparents sur cette histoire, et qui peut peut-être même les gêner eux quelque part. Ouais. Donc Chirac est fort intéressé par le sujet en plus. Le président Chirac apparemment serait intéressé par le sujet. Je n'ai pas d'autres documents, mais à mon avis, il s'intéresse à beaucoup de choses. Jospin aussi, lorsqu'il était Premier ministre, il faut bien se dire qu'il y a un groupe qui s'appelle le Cometa en France et qui est composé de généraux, qui est composé de membres des services secrets, qui est composé de scientifiques, et que ces gens, eux, ont la certitude aujourd'hui que ces engins, eux, ils ont sauté le pas carrément. Et c'est vraiment des gens très très importants. Eux, pour eux, il n'y a pas de souci, c'est extraterrestre. Voilà, ça c'est leur position. On force bien un peu sur le truc. Les Américains, vous avez la clé du problème, mais ça c'est plutôt le côté français. Les Français préfèrent demander aux Américains ce qu'ils ont chez eux plutôt que de dire eux ce qu'ils ont chez eux. Tandis que nous, on s'est occupé essentiellement de ce qui s'est passé chez nous, et on l'a fait de belle manière. Et encore une fois, le général Mandel y est pour quelque chose, puisque c'est lui qui a conseillé notre ministre Côme, et lui a conseillé la marche à suivre, l'attitude à adopter, et je pense qu'encore une fois notre gouvernement s'est montré à la hauteur, et de temps en temps ça fait du bien de dire qu'on n'est pas gouverné que par des ignorants. C'est sûr. D'accord, on arrive à la fin de l'émission et aux remerciements. Tout d'abord au commandant Melberg que nous avons eu au téléphone dans cette première partie d'émission, qui, je vous le rappelle, était le pilote qui a poursuivi l'OVNI, pilote de chasse de F-16. Et ensuite nous avons eu le général Mandel qui était l'aide de corps. L'aide de camp, pardon. Et conseiller militaire. Conseiller militaire du ministre. Voilà. Et un grand merci également à Thierry pour toutes ces explications, pour tout, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet vraiment facile en fait. C'est pas facile à traiter, je le traite depuis presque 15 ans maintenant, mais aujourd'hui je peux vous dire que sur Radio Quartz il y a eu des choses de dites, notamment par le commandant Melberg et par le général Mandel, où ce qu'il faut retenir absolument, c'est que ce phénomène est réel. Il ne s'agit pas d'un phénomène météo tout à fait aléatoire. Il y avait réellement un objet. Bon, le général Mandel dit que c'est une interprétation du commandant Melberg, certes, mais qui est corroborée par plusieurs radars. Donc on a effectivement bien affaire à quelque chose qui pèse un certain poids, alors aujourd'hui, qui dégage une certaine chaleur. Ce que Radio Quartz va peut-être réussir à faire avec cette émission, c'est simplement faire réouvrir le dossier Vague Belge au niveau officiel, et c'est ce que je vais essayer de faire en faisant parvenir copie de cette émission à notre actuel ministre de la Défense, en espérant qu'il en prenne bonne note. Bien. Bien. Et on en reparlera d'ailleurs pour cette rentrée de Qui veut savoir, et qui sait, peut-être avec des éléments frais, et peut-être même, qui sait, des observations que nous aurons fait sur nos contrées. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. En tout cas, Claudio, Thierry, un grand merci en tout cas pour cette émission vraiment intéressante. Je pense que vraiment c'était vraiment intéressant de reparler de ce sujet qui est un petit peu oublié ou caché en quelque sorte dans les médias. La RTBF, en plus, cette émission était programmée, donc l'émission que nous faisons aujourd'hui était programmée depuis bien avant que la RTBF n'en reparle. Ça, je tenais à le souligner aussi. On ne sait pas si on écoute, quand on écoute le journal, on ne sait pas pourquoi ils en parlent. C'est vrai qu'on se demande. Alors là, moi, je conseille, parce que c'est quelque chose qui m'a assez attiré. Donc, demandez-vous pourquoi on en reparle et qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pense que c'est le bon moment. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Vous avez 2 militaires de haut rang, des gens capables
capables, des gens compétents, d'un calme olympien, intelligents, qui vous disent aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine d'être étudié par des scientifiques. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Bonne soirée. Qui veut savoir? Et c'est ainsi que se termine cette ultime édition de Qui veut savoir pour cette saison. Mais rassurez-vous, nous allons revenir dès le mois de septembre, tous les derniers jeudis du mois, durant juillet et août. Pas de Qui veut savoir. En revanche, vous aurez droit au best-of, aux rediffusions de tous les sujets qui ont agrémenté cette saison de Qui veut savoir, avec, je pense, au réchauffement climatique. La guerre en Irak, les attentats du 11 septembre. La Lune, la planète Mars. Les mystères de Mars. Les conspirations. Et les ovnis, bien sûr. Les ovnis, les crop circles aussi, qui a été le dernier sujet. Voilà, nous allons faire un petit best-of de tout cela, l'histoire d'agrémenter vos chaudes soirées d'été bien branchées sur Radio Quartz. Au revoir à tous.